Sous Charlemagne, le manuscrit enluminé devient une des plus importantes productions artistiques de l'Empire. Nous pourrions même dire qu'il s'agit d'un produit de luxe. Mais avant de parler d'enluminure, intéressons-nous quelques instants à Charlemagne et à son empire. Charlemagne règne sur le territoire français de 768 jusqu'à sa mort en 814. Tout au long de son règne, Charlemagne a une ambition, recréer l'Empire romain antique. Il ne faut pas non plus l'imaginer en train de porter une toge et vivre comme les Romains de l'Antiquité. Le but est politique. Charlemagne veut faire renaître l'Empire romain, mais selon des fondations chrétiennes. Il y a un intérêt à cette action. Avant l'Empire, le royaume était divisé entre Charlemagne et son frère. Charlemagne veut étendre son royaume. Pour cela, il a pour objectif de faire convertir les différents peuples vivant sur le territoire européen à la religion catholique. Certains royaumes barbares, c'est-à-dire non chrétiens, sont à cette époque des peuples puissants et dont le territoire est conséquent. Cela n'arrange pas Charlemagne. Son but est d'associer ces royaumes à son empire. Et pour amplifier la présence catholique en Europe, il a besoin du soutien du pape. Ce dernier accepte car il est évidemment favorable à la conversion des fidèles. Mais il y a une autre raison. Le pape se trouve en difficulté face à l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire Byzance. Cet empire est riche et puissant. C'est également à cause de la puissance de l'Empire romain d'Orient que Charlemagne veut créer un empire romain d'Occident. Pour cela, Charlemagne doit créer un empire chrétien fort. Le modèle romain antique est donc un choix très astucieux. Lorsque vous pensez à la Rome antique et à ses empereurs, vous avez sans doute plusieurs mots ou concepts qui vous viennent à l'esprit comme force, puissance militaire, territoire vaste ou stratège militaire. L'Empire romain est un modèle de force, mais aussi d'unité. Cela intéresse Charlemagne qui souhaite mettre en place un pouvoir central et se démarquer de ses prédécesseurs qui étaient itinérants. Charlemagne change cela. Il souhaite créer une capitale impériale. La veille de Noël de l'an 800, Charlemagne a atteint son objectif. Le pape le couronne empereur d'Occident. Charlemagne est désormais à la tête d'un empire dont la capitale est située à Aix-la-Chapelle, en actuelle Allemagne. Au sein de cette capitale, le souverain commence la réorganisation administrative, lui permettant de construire un empire fort et unifié. Il fait venir des érudits qui le conseillent. L'empereur entreprend plusieurs réformes administratives. Il s'implique également dans les secteurs artistiques et pédagogiques. Charlemagne encourage la création d'écoles dans chaque évêché où les garçons peuvent apprendre la lecture et l'écriture, mais aussi le calcul, la géométrie, l'astronomie et la musique. Pour favoriser l'apprentissage de l'écriture, les moines inventent une nouvelle écriture, la minuscule caroline, qui rend hommage au nom latin de Charlemagne, Carolus Magnus. Les formes rondes et régulières de la minuscule caroline la rendent plus facile à lire et à écrire que les précédentes écritures. Vous l'aurez compris, l'écrit devient important sous Charlemagne, l'art également. Dans l'Empire carolingien, de nombreux textes et des modèles artistiques sont diffusés afin d'être copiés par les moines copistes et par les artistes de la cour. Comme les Romains, Charlemagne s'intéresse à l'art et devient un grand mécène. Il fait venir de nombreux artistes venant de différents pays. Les artistes répondent à l'invitation. Pour certains d'entre eux, la situation est difficile. À cette époque, l'Europe souffre des raids barbares. Plusieurs artistes fuient les invasions barbares. D'autres fuient le conflit entre Byzance et l'Occident sur le rôle des images. Aix-la-Chapelle devient un refuge pour ces artistes. Imagine un instant. Vous vous situez dans une cour impériale où des artistes venant de différents pays créent. La production artistique sous Charlemagne est d'une grande richesse culturelle. L'afflux de connaissances théoriques,
techniques et artistiques favorisent la mise en place de cet empire d'Occident. On parle alors de Renaissance carolingienne. La place de l'enluminure dans les manuscrits carolingiens est indissociable de la question des images qui déchirent le monde chrétien au 8e siècle. L'Occident est iconophile, c'est-à-dire qu'elle utilise les images car elles peuvent illustrer la création et la parole de Dieu. Byzance s'y oppose car le risque d'idolâtrie est trop important. Elle récuse officiellement les images. Il s'agit d'un iconoclasme. À la suite d'un concile qui se tient à Nicée en Turquie, l'Église tranche la question en faveur du pape et donc de l'Occident. L'Église estime que les images ont un rôle pédagogique important à jouer dans la chrétienté. En ce sens, l'Église suit l'avis du pape Grégoire le Grand qui dit que les images sont investies d'une triple fonction: instruire les illettrés, fixer la mémoire de l'histoire sainte et susciter l'empathie chez les fidèles. Les enlumineurs carolingiens adhèrent à ces idées. Ils estiment que l'image a une portée considérable sur les fidèles. L'image permet de rappeler l'histoire sainte. L'art est encouragé, d'autant plus que il permet de susciter l'émotion chez les fidèles. La faveur de l'Occident pour les images favorise la figuration dans les manuscrits, même après la mort de Charlemagne. Il semblerait que ce soit des enlumineurs indépendants et itinérants qui aient réalisé la plupart de ces décors. Ils travaillent seuls ou avec des assistants et se déplacent en fonction des commandes passées par les élites. Certains de ces artistes sont des clercs, d'autres sont des laïcs. Il arrive fréquemment que ces artistes maîtrisent plusieurs techniques, comme la sculpture sur ivoire ou l'orfèvrerie. Une grande partie des manuscrits enluminés est réalisée à la demande de Charlemagne et de ses héritiers, mais aussi des hauts personnages de la cour et des seigneurs. C'est pour cela que les manuscrits portent, à cette époque, le nom de leur commanditaire. Les ateliers se situent à proximité du commanditaire. Lorsque celui-ci décède, l'atelier périclite ou disparaît. Nous avons donc l'atelier du palais qui regroupe les meilleurs artisans. Comme Charlemagne voulait recréer la puissance de l'Empire romain selon des fondations chrétiennes, les manuscrits du palais sont donc influencés par l'Antiquité. Les enlumineurs sont marqués par l'art grec et par l'art byzantin. Byzance incarne un pouvoir fort pour l'Occident qui est souvent influencé par son art dans les différentes productions. Dans certaines enluminures, c'est un mélange des deux styles. On retrouve le hiératisme de l'art byzantin et le dynamisme mouvementé de l'art grec. Les décors représentant l'architecture sont récurrents. La composition met en scène les évangélistes. Pour la première fois depuis l'époque romaine, les corps sont habillés de vêtements amples et riches. Ils révèlent une nouvelle corpulence. L'espace reprend ses 3 dimensions. Mais comme pour l'art insulaire, les enlumineurs carolingiens révèlent une certaine horreur du vide. Les artistes ont besoin de décorer toutes les surfaces disponibles et de ne pas laisser un seul espace vide. Après la mort de Charlemagne, les ateliers se déplacent. Ils suivent les commanditaires. Les spécialistes parlent d'écoles pour ces productions. Ces écoles ont des productions diverses, par exemple Reims, Metz et Tours. À l'école de Reims, les enlumineurs semblent adopter un style expressif et graphique poussé. Dans certains exemples, la couleur disparaît au profit de ce rendu graphique. De manière générale, l'influence antique et plus particulièrement hellénistique domine. Le style est dynamique, quasi vibrant. Les enlumineurs carolingiens sont également marqués par le style insulaire. Ils poursuivent la tradition de décors avec des feuillages ou des animaux entrelacés. La lettre historiée se développe à cette époque. Il s'agit d'une initiale à l'intérieur de laquelle des personnages racontent une histoire. Dans d'autres cas,
les moines copistes choisissent d'orner les lettres. L'enlumineur utilise également des éléments géométriques et des entrelacs inspirés de l'art celtique. Parfois, ce sont des animaux et des végétaux qui sont figurés de manière stylisée. Ces éléments ne sont pas seulement décoratifs, ils sont des repères pour le lecteur. Grâce à ces éléments, le lecteur sait repérer les diverses articulations du texte. Posséder un manuscrit enluminé est un signe de richesse. Le livre est à cette époque un objet rare et son coût de fabrication est élevé. Les matériaux coûtent cher, surtout lorsque la reliure comporte de l'or, des pierres précieuses ou de l'ivoire. Il arrive fréquemment que ce type d'œuvre soit offert en cadeau diplomatique. Le coût est également celui d'un savoir-faire technique et artistique. Les souverains et les hauts dignitaires possédant ces œuvres les rangent précieusement et les transmettent à leurs enfants. Les communautés religieuses possédant aussi ces manuscrits les rangent soigneusement dans la bibliothèque. Ce soin de préservation et de conservation a permis à plusieurs manuscrits d'être encore en très bon état de nos jours.